Merci Riyad. Yatik ça. On attend encore deux petites minutes et on commence normalement. Donc juste après la... Riyad, juste après la 2G, hein, l'UMTS, WMTS. Voilà. Zid chouïa, zid, atla. Encore, 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 voilà. Encore. Voilà, ici, zid chouïa. Voilà, ah, encore. Voilà, ici, c'est bon. On peut agrandir un petit peu, Riyad, si c'est possible, zoomer. Très bien. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait, Riyad, c'est très bien. OK. Good. Donc, on commence. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé un petit peu de la 2G, de son fonctionnement. On avait parlé même de la façon dont une station mobile se connectait à une BTS avec les fameux canaux SH, RH et BCCH. Aujourd'hui, donc, on va encore pousser dans regarder l'évolution un petit peu de l'architecture du mobile. Donc, après la 2G, donc une nouvelle révolution, donc une nouvelle philosophie est apparue, c'est de séparer encore, donc avoir la data, parce qu'avant on était uniquement sur la partie voix. Donc les radios mobiles avec l'UMTS nous a permis, bien sûr, d'avoir de la data. Donc d'avoir de la voix et de la data. On va le voir comment avec l'architecture qu'on vous présente ici. Donc l'architecture, donc on est passé à l'UMTS. Donc il y a eu plusieurs travaux pour passer de la 2G à la 3G. Donc vous avez l'architecture UMTS comporte deux parties. La partie ce qu'on appelle UTRAN, c'est l'équivalent de la BSS dans la 2G, et la partie cœur du réseau, qui est la partie NSS dans la 2G. Donc et hein, on peut voir, si vous voulez, la division de l'architecture. Donc vous avez l'UTRAN et le Core Network. Donc c'est composé de deux parties. Alors on va examiner une à une. Donc doucement. Donc regardez, on va commencer par la partie, ah, très bien, UTRAN. UTRAN, donc c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est partie radio. Donc vous voyez très bien que les BTS ont été remplacés par ce qu'on appelle les Node B. Donc les BTS ont été remplacés par les Node B et les BSC, Base, vous vous rappelez les Base Station Controller, ont été remplacés par les RNC, Radio Network Controller. Donc ça, c'est pour la partie UTRAN. Pour la partie Core Network, on a, regardez, on a si vous voulez, deux parties. La partie CS, qui est tout à fait en haut, c'est la chaîne en haut. Je vais décrire, peut-être là, le schéma n'est pas très clair. Je vais vous dicter ce que c'est que les boîtes en haut. Donc, vous avez les boîtes en haut. Voilà, vous avez le MSC slash VLR. D'accord? Donc, MSC slash VLR. Voilà. C'est la partie en haut. Ceux qui n'ont pas, voilà, n'arrivent pas à voir. La boîte qui est juste après, à droite, c'est le module GMSC. C'est le Gateway Mobile Switching Center. GMSC. GMSC, Riyad. GMS. GMSC. GMSC. Pour Gateway Mobile. De toute façon, on va les décrire après, juste pour le graphe, hein, pour le schéma. Tout à fait à droite, vous avez le PLMN. PLMN, c'est le si vous voulez, c'est le RTC en français. C'est le PLMN, c'est Public Land Mobile Network. C'est tout ce qui est RTC. Donc, vous voulez, c'est la partie qui nous relie au réseau RTC. Donc, au milieu, vous avez le HLR. Voilà. Donc là, on a gardé, ça ressemble à la 2G. On a gardé, bien sûr, le Home Location Register. D'accord? Donc ça, donc j'ai dit le Core Network, vous avez une partie en haut, celle qu'on vient de voir maintenant, c'est la partie qu'on appelle CS, c'est la partie Circuit. OK? CS. OK?
Donc, c'est la partie commutation du circuit. Donc, qui s'occupe uniquement de la voix. Tandis que la branche d'en bas, voilà, celle-là, elle est composée, donc ce module s'appelle le SGSN. Si ce n'est pas très clair dans le schéma là, SGSN. De toute façon, on va voir dans le détail ce que c'est. Voilà, N. Voilà. Le module qui vient juste, qui est connecté, c'est le GGSN. GGSN. Très bien. Et bien sûr, le nuage que vous avez, c'est l'Internet. OK? Donc, c'est Internet. Donc, regardez bien, dans cette architecture, on a, dans le UMTS, on a deux parties dans le core network. On a une partie voix qui s'appelle la branche CS. La partie CS, c'est Circuit, OK? System, ou Circuit Switching. Et vous avez en bas Packet Switching. Voilà, écrit CS. Voilà, CS. Voilà. La partie d'en bas, elle s'occupe de ce qui est packet switching. D'accord? Bien sûr, vous avez les connexions, les interfaces, si elles n'apparaissent pas très bien, bon, ça, c'est des interfaces normalisées. Hein. Donc, l'interface, regardez, entre maintenant l'utilisateur, le mobile, n'est plus appelé Mobile Station, il est appelé UE, User Equipment. Voilà, c'est UE, voilà, User Equipment. Et l'interface entre l'User Equipment et le Node B est normalisée, s'appelle UU. Donc, U majuscule, U, petite U. Voilà, UU. Voilà. Maintenant, l'interface entre le Node B et le RNC est normalisée, s'appelle I, grand I majuscule, U minuscule, B minuscule. Voilà, c'est cette interface qui est normalisée. Maintenant, l'interface entre deux RNC, Riyad, non, voilà, c'est là. Là, elle s'appelle I, U, petit U, minuscule, R minuscule. Voilà, ça c'est l'interface entre deux RNC. D'accord? Et l'interface, la dernière interface entre le core network, celle-là, entre le UTRAN et le core network, celle-là, voilà, s'appelle IU. I majuscule, I, U minuscule. Voilà. Ça, c'est les interfaces normalisées de l'UMTS. Donc, le plus important, c'est de voir l'évolution de la 2G vers l'UMTS. C'est que maintenant, on a introduit la commutation, si vous voulez, de paquets. On a introduit la data par la partie inférieure. D'accord? Donc, dans le core network, on a introduit la partie data. Et on va voir maintenant les fonctions de chacune. On avance pour la description. On va voir maintenant la fonction de chaque. Donc, on vous dit, le réseau d'accès UTRAN contient des stations de base Node B associées à un contrôleur RNC, Radio Network Controller. Le Node B et le RNC sont respectivement équivalents à la BTS et le BSC du réseau GSM de la deuxième génération, de la 2G. Donc, elles sont équivalentes. OK? Très bien. Donc, on vous dit, le Node B effectue les procédures de la couche physique. Alors, quelles sont les tâches de la couche physique? On connaît très bien, c'est la modulation, l'étalement de spectre, le contrôle de puissance en boucle interne, adaptation de débit et supporte les modes d'accès ultra FDD, c'est Frequency Division. D'accord? Frequency Division. Et vous avez Time Division en bas. Ça, c'est des techniques, si vous voulez, d'accès. Comment accéder au support de transmission. Donc ça, c'est le rôle, si vous voulez, de Node B. Ce n'est plus la BTS. Donc c'est appelé Node B dans l'UMTS. Et vous connaissez ce que c'est que l'étalement de spectre? Oui, monsieur. Vous connaissez ce que c'est? Oui, monsieur. Ah, très bien. C'est CDMA. Hein? Très bien, c'est le CDMA. C'est une technique de modulation. Donc on connaît la modulation de fréquence, on connaît la modulation. D'accord? Ça, c'est une technique de modulation par code. Donc, l'autre
L'autre module qui s'appelle le RNC, qui va remplacer le BSC, s'appelle contrôle l'utilisation et l'intégrité des ressources radio. C'est-à-dire l'admission, la charge, la gestion de la mobilité, c'est-à-dire le handover, vous vous rappelez, le point d'accès pour le mobile vers le réseau, allocation des codes d'étalement, contrôle de puissance en boucle externe. Il existe dans le fonctionnement du RNC, ça c'est un petit peu dans le détail des fonctionnements, ne vous occupez pas de ces détails de fonctionnement. On vous dit dans le RNC, il y a toujours ce qu'on appelle un RNC, un contrôle et un handover et un drift. Donc vous avez le serving RNC et le drift RNC. Donc un RNC s'occupe de le contrôle d'exécution de handover et l'autre, le drift RNC, s'occupe du routage des données. Voilà un petit peu le fonctionnement des RNC. Donc les RNC travaillent toujours par paire. Il y a toujours un serving RNC et il y a un drift RNC dans chaque communication. D'accord? Donc on a amélioré un petit peu ces histoires de gestion des ressources radio. Il ne faut pas oublier que le RNC s'occupe de toutes les ressources radio. Les ressources radio, en général, c'est les fréquences. D'accord? Il s'occupe des canaux logiques, des fréquences attribuées à user equipment. Donc ça, c'est une nouvelle philosophie dans l'UMTS, c'est qu'on a 2 RNC à chaque fois pour chaque communication. Et bien sûr, ce qu'on a changé encore, c'est au lieu qu'on a la carte maintenant, dans la 2G, on l'a appelée SIM, dans l'UMTS, elle est appelée USIM. C'est la carte, la puce que vous appelez communément puce. Donc, elle enregistre les identités de l'abonné et assure la sécurité du terminal et la confidentialité des communications. Les terminaux s'adapteront sur différents réseaux, dans une zone rurale picocellule, dans un bâtiment microcellule, dans des espaces urbains, par exemple. Okay? Donc, ça dépend où est-ce que vous êtes. Maintenant, vous expliquez un petit peu le rôle de l'interface UUR. En bas. Riyad, on avance, voilà. On vous dit, bon, il y a plusieurs interfaces, on vous explique seulement la fonction d'une interface. C'est une interface entre 2 RNC. Elle permet en effet au serving RNC de demander au drift RNC d'ajouter ou de supprimer un lien radio. L'interface, par contre, UIUB, relie le RNC et au node B. Est comparable à l'interface ABIS en GSM dans la 2G. C'est l'interface qui relie l'UTRAN et vous avez l'interface LU qui relie IU, pardon, qui relie l'UTRAN au réseau cœur. On vous explique ce qu'il y a dans le schéma, hein, dans la figure. Donc vous avez plusieurs types d'interfaces. Et elles sont normalisées, bien sûr. Elles sont normalisées chacune. Donc ça, c'est un petit peu pour résumer la partie radio qui s'appelle maintenant UTRAN dans l'UMTS. Donc tous les constructeurs des opérateurs radio, lorsqu'ils sont passés à la 3G, à l'UMTS, ont dû changer les équipements, d'accord? Donc ils doivent rajouter des RNC et rajouter des node B. Donc ils ont fait une mise à jour de leurs équipements pour pouvoir faire de la data. Ça, c'était une des premières, si vous voulez, évolutions des radios mobiles. OK, des opérateurs, vous vous rappelez, parce qu'avant, dans la 2G, on n'avait seulement que le SMS comme système data. D'accord? Ça, ce n'était pas vraiment de la data. D'accord? Mais avec la 3G, on commençait à avoir, si vous voulez, quelques fonctionnalités, quelques options de data, quelques options et quelques fonctions de data, quelques services data. D'accord? Très bien. Maintenant, on va explorer un petit peu la partie qui s'appelle Core Network ou réseau cœur. Comme je l'ai dit précédemment, il consiste en 2 parties. Le domaine circuit permet d'administrer les services temps réel, c'est-à-dire voix, destinés aux conversations téléphoniques. Le domaine paquet permet de gérer les services non temps réel, dédiés aux services liés à l'Internet. Okay? Donc, on va commencer par la partie data. Donc, ça n'existait pas dans la 2G. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc le module qu'on a vu dans le schéma s'appelle SGSN.
qui veut dire Service GPRS Support Node. Alors, quelle est sa fonction? Il se charge dans son aire de service des transmissions de données entre les stations mobiles et le réseau mobile, d'accord? Il est relié par des liens frame relay au système radio GSM. Il est connecté à plusieurs BSC et présent dans le site d'un MSC, ok? Le rôle d'un SGSN est d'authentifier les stations mobiles, c'est User Equipment. Il prend en charge l'enregistrement des stations mobiles. Tout ça, c'est les fonctions de prendre en charge la gestion de la mobilité des stations mobiles. En effet, une station mobile doit mettre à jour sa localisation à chaque changement de zone de routage. Ça, donc, regardez. Maintenant, lorsqu'on parle de la data, ce n'est plus, on parle en termes de IP, on parle en termes de routage. Donc, sa position, elle doit être connue à travers les différentes adresses IP, n'est-ce pas? Donc, établir et maintenir et libérer les contextes qui correspondent à des sessions de données, permettant à la station mobile d'émettre et de recevoir les données. Il a plusieurs fonctions. Ça vous énumère quelques fonctions du SGSN. Il relie les paquets de données à la station mobile, au réseau externe, au réseau à station mobile. Il collecte les données de taxation dans l'interface R. Et cette interface a d'autres nœuds, notamment le HLR, le RNC, le GGSN et le Charging Gateway. Ok, ça c'est le rôle de SGSN. Donc, lui, doit être connecté, on l'a vu, il est connecté à la fois, dans le schéma, il est connecté à des RNC, il est connecté au HLR, il est connecté au module voisin qui s'appelle le Gateway GPRS Support Node. Alors ça, c'est un élément, c'est une passerelle. On vous dit c'est un élément, joue le rôle d'interface à des réseaux de données externes, notamment le réseau IP terrestre ou le réseau X25. Donc, il décapsule les paquets GPRS provenant du SGSN, les paquets de données émis par le mobile, les envoie au réseau externe correspondant. Parce que le réseau de données dans l'UMTS, au départ, il était sous le format GPRS. Donc, il doit les convertir si on passe du mobile de l'UMTS à l'Internet, à notre réseau Internet fixe, il doit y avoir des conversions de protocoles ou de forme de data. Donc, on passe du GPRS vers le mobile. Et qu'est-ce qui fait cette conversion de format? C'est cette gateway, GGSN. OK? Donc, on vous dit également, le GGSN permet d'acheminer les paquets. Donc, dans le sens inverse, lorsque vous avez des paquets IP qui viennent du réseau Internet, donc le GGSN permet d'acheminer les paquets provenant des réseaux de données externes vers le SGSN, okay, du mobile et du destinataire. Il existe en général un seul GGSN ou un petit nombre de GGSN par opérateur. C'est-à-dire Ooredoo ou Jay-Z ou l'autre, soit ils ont un seul GGSN dans tout le réseau, ou ils peuvent avoir plusieurs petits GGSN par opérateur. Mais tout dépend maintenant de l'architecture, comment elle est faite au niveau national. Donc on vous résume encore, il a plusieurs, si vous voulez, c'est un serveur. En général, c'est des serveurs, hein, c'est des serveurs qui ont plusieurs rôles. Et on peut résumer les rôles, on vous résume encore le rôle du GSN ici en bas. Donc, il joue le rôle d'interface au réseau externe de type IP ou X25, même si on pratique seul l'interface vers des réseaux mobiles étant mise en service. C'est-à-dire le X25 pour l'instant, il n'existe pas. Hein. Le réseau, en général, le réseau de données, c'est uniquement en IP. Hein? Vous savez ce que c'est que le X25? Le X25, c'est le réseau de données qui existait avant l'Internet. Hein. C'était utilisant X25. Est-ce que vous connaissez l'X25? Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous avez entendu parler du réseau X25? Ah oui, très bien, allez. Donc, c'est le réseau qui était utilisé par Algérie Post. Avant l'invention de l'Internet, X25 était le réseau de commutation de paquets utilisé par principalement toutes les administrations avant l'invention de l'Internet.
D'accord? Il a été, je pense, supprimé par Algérie Post il y a quelques années, 2 ou 3 années, mais je pense qu'il existe encore dans certaines administrations. OK? Donc le X25 est un réseau de protocole très sûr de commutation de paquets, mais il n'est pas flexible. Il n'est pas ouvert. C'est pour ça qu'on ne peut pas, nous, l'utiliser. Donc on peut utiliser uniquement que l'Internet, le réseau IP. OK? Donc on vous dit, regardez le rôle de ce GGSN. Il permet aussi de relier, on vous dit, les paquets aux stations mobiles à travers un GSN. Il permet de router les paquets émis par la station mobile à la station appropriée. Il filtre le trafic usagé. Il collecte les données de taxation associées à l'usage des ressources GSN et interfacé à d'autres nœuds SGSN, HLR et Charging Gateway. La Charging Gateway, c'est elle qui s'occupe de la taxation, hein, tout ce qui concerne la consommation en termes d'argent. Okay. Donc, on vous dit, les termes SGSN et GGSN identifient des entités fonctionnelles qui peuvent être implantées dans un même équipement ou dans des équipements distincts, comme pour les entités fonctionnelles MSC et GMSC. Okay. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, du point de vue fonctionnel, on peut revenir à la figure du LTS. Voilà. Merci, Riyad. OK? Donc, regardez, le module SGSN et GGSN, c'est fonctionnellement ces deux entités séparées. Mais réellement, si vous allez chez un opérateur, ces deux fonctions peuvent être hébergées sur un même serveur informatique. Bien sûr, un serveur très performant. Donc, ça, c'est, si vous voulez, un schéma fonctionnel. Mais ces deux entités peuvent être, si vous voulez, deux programmes qui vont être hébergés sur un seul serveur, par exemple. Mais fonctionnellement, c'est deux fonctions distinctes. Voilà, c'est ce qu'on vous essaie de vous expliquer. D'accord? Maintenant, la partie, donc ça, on a vu la partie, tout ce qui est packet switching, la partie d'en bas, data, dans le MTS. La partie, regardez, la partie voix, celle qui existe en haut, c'est, on a gardé à peu près là les mêmes fonctions. Hein. Sauf que, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à la 2G? Le MSC et le VLR sont dans une même entité fonctionnelle. OK? Donc, ils sont hébergés dans le UMTS, normalement dans un même équipement. Donc, on a intégré encore, d'accord? On a intégré de fonctionnalités le MSC et le VLR dans un même équipement informatique, par exemple. OK? Donc, on fait la commutation et en même temps, on peut faire le VLR. Là, le module qui vient juste à côté, c'est Gateway Mobile Switching Center. C'est un switching center qui est une passerelle entre le RTC et tout ce qui est mobile. Vous vous rappelez dans la 2G, lorsque j'ai donné le schéma de l'architecture de la 2G, j'ai dit qu'il y a, bien sûr, la 2G n'est pas isolée, il faut avoir une gateway pour aller vers le RTC. Voilà la gateway implémentée dans l'UMTS. Donc, dans l'UMTS, elle est intégrée dans le Core Network. Donc, Gateway Mobile Switching Center. C'est elle qui me relie au réseau RTC. Donc, si vous avez un appel du RTC vers le mobile, elle passe par là. Et si vous avez un appel mobile vers le RTC, elle va sortir par là, dans le sens de gauche à droite. Donc, ça, c'est le rôle du GMSC. Gateway Mobile Switching Center. Comme son nom l'indique, c'est une passerelle entre les deux mondes. Le monde de l'UMTS et le monde du RTC. Parce qu'il ne faut pas oublier que le réseau téléphonique n'est pas isolé, le réseau téléphonique fixe n'est pas isolé du mobile et inversement. Tout doit être interconnecté. Il doit y avoir l'interopérabilité totale. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller vers la nouvelle, si vous voulez, la nouvelle GS? Donc ça, c'est à peu près la philosophie de l'UMTS, c'est-à-dire la 3G, qui a subi plusieurs, bien sûr, il y a beaucoup de versions, hein, donc ça a été plusieurs releases, si vous voulez. Il y a plusieurs
on a fait plusieurs versions. Donc, il y avait la 3G, 3G.2, point 3 et ainsi de suite. Donc, ça a été normalisé progressivement jusqu'à atteindre la 4G. Donc, la 4G dont on va parler maintenant. Donc, vous voyez la différence entre la 2G et l'UMTS. Donc, on a progressé encore. La technologie a progressé pour aller vers une nouvelle architecture, qui est l'architecture LTE. Et ça, c'est celle on vous appelez maintenant la 4G. Donc, le long terme, l'architecture LTE, elle était au départ 3G. Ensuite, vous voyez, elle a se développé avec la release number 8. Donc, on vous dit la norme LTE Long Term Evolution of 3G a été normalisée par le 3GPP à partir de la release 8. En réalité, cette norme est dite 3.99G. Pour les opérateurs, cette norme implique de changer le cœur des réseaux. Cette modification a été réalisée dans la 4G. Donc voilà, si vous voulez, l'évolution. Donc maintenant, la LTE, elle est principalement en 4G. Donc l'objectif majeur du LTE, c'est d'améliorer le support des services de données via une capacité accrue, une augmentation des débits et une continuité dans la compétitivité du système 3G vis-à-vis des technologies concurrentes, WiMAX, etc. Donc le WiMAX, vous savez très bien, vous savez ce que c'est que le WiMAX? WiMAX, oui. WiMAX, c'est quelle norme? Rappelez-moi quelle norme. Quelle était la norme de WiMAX? J'en ai parlé brièvement dans le module l'année passée, de cette année plutôt, au début de l'année. Vous pouvez me rappeler quel est l'organisme? Ah, très bien, Mahari. C'est la 802.16. Donc, la 802.16, ça ressemble au Wi-Fi longue distance. Donc, ça peut aller jusqu'à, très bien, I3E, et ça peut aller jusqu'à 70 km et peut-être plus, selon la couverture. Donc, c'était au départ, si vous voulez, une technologie concurrente du mobile. Donc, c'est pour ça que les opérateurs, les constructeurs de la 3G ont voulu, bien sûr, nous donner une nouvelle technologie qui est meilleure que peut nous offrir le WiMAX. Donc, bien sûr, toujours avec, on vous dit, avec une réduction de la latence, une réduction de la complexité et une souplesse d'utilisation des bandes de fréquences existantes et nouvelles. Et une consommation raisonnable de l'énergie du terminal. D'accord? Donc ça, c'était la nouvelle bataille pour passer à la 4G. Donc offrir de nouveaux services. Vous savez très bien que actuellement, le trafic data dépasse largement le trafic voix en termes de volume. D'accord? C'est pour ça que les réseaux mobiles ont essayé maintenant d'offrir une technologie qui s'occupe beaucoup plus de la data que de la voix. Donc, on a essayé, si vous voulez, d'améliorer le trafic data. C'est pour ça qu'on est passé maintenant au LTE Advanced. Donc, on vous dit, LTE Advanced est une norme full de la 4G, définie par la 3GPP à la fin de l'année 2011 et qui fait partie des technologies de réseau retenues par l'UIT. Il représente la vraie 4G. Donc, la vraie 4G, c'est la LTE Advanced et qui est normalisée par la 3GPP. Déjà, ça fait presque une dizaine d'années, en 2011. D'accord? C'est une évolution de la LTE. Donc, vous voyez, là, l'architecture a évolué de façon progressive. Hein? Donc, elle était de l'UMTS vers LTE, ensuite LTE Advanced. Donc, de la 3G vers la 4G. Donc, LTE au départ n'était pas vraiment 4G, il était 3, etc. La LTE Advanced est vraiment une quatrième génération du mobile. Donc, c'est une nouvelle révolution, une nouvelle architecture, comme on va le voir dans le schéma.
Donc, c'est une évolution, on vous dit, de la LTE. Il est capable de fournir des débits supérieurs à 1 gigabit par seconde à l'arrêt et plus de 100 mégabits pour un mobile en mouvement. Bah, c'est extraordinaire, hein, comparé à 20 MHz maximum dans le cas du LTE. Et des performances radio accrues grâce aux évolutions de la technologie MIMO. Technologie MIMO, 8 antennes en émission et 8 antennes en réception. MIMO, on vous a parlé de la MIMO. Vous connaissez ce que c'est? Où est-ce qu'on utilise cette technologie MIMO? Oui, je vous écoute. Je vois qu'il n'y a pas d'écho. Hein. Ce n'est pas encore les vacances. Hein. Mazel, nous sommes pas dans les radars de race, non. Où ça? MIMO, c'est. Vous n'avez pas vu ça, on ne vous a pas parlé dans ça dans des antennes. Bon, mais c'est une technologie un peu avancée. C'est multiple input, multiple output. Donc, vous avez plusieurs antennes qui participent en même temps à la même communication. Donc, plusieurs antennes d'émission, plusieurs antennes de réception. Ça, c'est pour augmenter, si vous voulez, l'efficacité de la transmission. Pour augmenter un petit peu à la réception, on augmente, si vous voulez, la réceptivité des antennes. D'accord? Donc, on a amélioré un petit peu pour augmenter, hein, pour éviter les problèmes de réflexion, diffraction, ainsi de suite. Voilà, plusieurs sont faits, plusieurs antennes. OK. C'est une nouvelle technologie qui a amélioré un petit peu la LTE. Hein. Donc, on a implémenté la technologie MIMO. C'est une technologie, tu as les antennes. Hein. OK? Pas seulement, pas point de vue du débit, point de vue réception, hein, point de vue qualité de la réception. Hein. Voilà. Donc, l'architecture du système LTE est montrée dans la figure ci-dessous. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, c'est une nouvelle architecture hein, avec de nouveaux équipements. D'accord? Donc, regardez, on a maintenant deux parties. Donc, ce n'est plus l'UTRAN et le Core Network. Donc, on appelle la partie radio e-UTRAN. Evolved UTRAN, OK? Et la même chose, Enhanced Packet Core IPC, OK? Donc, vous voyez la partie radio, maintenant, le node B a été changé en e-node B. D'accord? Donc, e-node B, on remplacé, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'existe plus maintenant de, qu'est-ce que vous remarquez? Par rapport au LTE. Qu'est-ce qu'on a remplacé? Regardez bien le schéma. On a remplacé, on a enlevé le RNC. Donc, on a intégré les fonctionnalités du RNC dans les nodes. Donc, il y a seulement e-node B. Il n'y a plus le RNC. Hein? Radio Network Controller. Donc, tout ça est intégré dans le e-node B. Dans e-node B, il y a les deux fonctions. La fonction se connecter au user interface, equipment, c'est votre mobile, et en même temps la gestion des ressources radio, qui sont maintenant, on a tout intégré dans le e-node B. Donc ça, vous voyez l'évolution, on a évolué, d'accord? Donc les opérateurs ont été aussi obligés de faire l'update, de changer leurs équipements. Vous voyez comment, hein? Donc ils ont encore changé les équipements pour passer à la 4G. Et bien sûr, tout ça fonctionne encore. La 2G, la 3G, la 4G doivent être interopérables entre eux. Vous voyez très bien que lorsque je fais un appel de la 2G vers la 4G, l'appel, il passe. Sauf que la data, c'est autre chose. La data, c'est uniquement entre la 3G, 4G, 4G entre eux, etc. La 2G ne permet pas d'avoir de la data, vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qui a changé? Regardez, une nouvelle technologie aussi dans l'Enhanced Packet Core. Vous voyez. Maintenant, tout est à la révolution, c'est qu'est-ce qu'on remarque dans le core IPC, c'est que tout est en IP maintenant. Il n'y a plus de circuit switching, il y a seulement packet switching. Hein?
C'est pas comme on l'a vu dans l'OMTS, il y avait deux branches. La branche CS, Circuit Switching et Packet Switching en bas. Donc ici, le cœur du réseau radio mobile est carrément en tout IP. C'est ça la révolution, d'accord? La révolution, c'est on a le tout IP. Le tout IP dans le corps, dans le IPC. OK? Donc vous voyez, on est passé carrément, d'accord, dans le IPC, Enhanced Packet Core. Il y a tout IP, il n'y a plus de commutation de circuit. Tout est réalisé en IP. Et on vous explique un petit peu les fonctions de chaque module. On peut les voir en bas. Regarde. Merci. Donc, on vous dit l'architecture LTE est composée de deux parties. La première est appelée ITRAN et la seconde EPC. Enhanced Packet Core. Et là, on vous détaille un petit peu les explications. On vous dit la partie ITRAN comprend les éléments suivants. Donc, la partie radio comprend seulement deux éléments. Votre portable qui s'appelle User Equipment, c'est l'équipement mobile de l'usager, et vous avez eNode B, c'est l'élément responsable de la gestion de la partie radio. On est intégré, tout ça est intégré dans le eNode B. Donc, on a simplifié un petit peu la partie radio. Bon, on a simplifié en termes pas à l'intérieur de eNode B, ben, c'est plus compliqué, mais en termes, si vous voulez, de box. Donc, on a un seul module qui s'appelle eNode B et à l'intérieur, bien sûr, là, les fonctions sont plus compliquées à l'intérieur. Par contre, le système EPC, maintenant, on a des éléments, des serveurs. Hein. On a le Mobility Management Entity. C'est l'élément qui gère la mobilité, l'authentification des usagers, le handover interdomaine, interréseau et la signalisation. Elle est responsable du paging lorsque l'utilisateur est en état inactif. Il s'occupe de tout ce qui est mobilité. On a l'unité qui s'appelle le Serving Gateway ou User Plan Entity. C'est l'unité qui est responsable du routage des paquets et elle joue le rôle d'une passerelle lors du handover interdomaine interréseau. Vous avez le Packet Data Network Gateway. C'est l'unité responsable de l'attribution des adresses IP aux utilisateurs. Il assure la mobilité entre le système 3GPP et les systèmes non 3GPP. Attention, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. Hein. Il faut seulement comprendre l'architecture globale, comment ça fonctionne, et l'évolution de la 2G, 3G et 4G. Okay? Comment les choses ont évolué. On ne vous demande pas, vous n'avez pas encore toutes les notions pour maîtriser tous ces aspects, mais retenez au moins l'architecture globale. Vous avez le HSS, Home Subscriber Server. Et ça, ça ressemble un petit peu au HLR VLR. Hein. C'est une base de données, elle contient les informations de souscription pour les réseaux GSM, GPRS, 3G et LTE. Donc, elle permet d'avoir une base de données globale. Vous avez le Policy and Charging Rule Function. S'occupe des données et les règles de taxation. Donc, tout ce qui est taxation, facturation, etc., tout ce qui est, si vous voulez, utilisation pour vous taxer le client sont dans ce serveur. Le Policy Charging Rules Functions. Et vous avez une autre entité qui n'est pas montrée ici dans le schéma. C'est un élément réseau qui admet l'interopérabilité avec les réseaux WLAN. Il assure les fonctions de routage des paquets, tunneling, authentification, autorisation, encapsulation, décapsulation des paquets. Bon, ici, bon, là, on ne vous a pas montré le IDP. C'est une passerelle qui va vers le WLAN. Hein, parce qu'on peut avoir des liaisons en WLAN avec la 4G. D'accord? Ça, c'est pour vous dire un petit peu l'évolution des architectures. Retenez ceci. Retenez qu'il y a une évolution dans la partie radio. Vous vous rappelez, on a démarré avec la BSS. Ensuite, on a démarré avec le UTRAN. Ensuite, on a encore évolué. UTRAN. On bad là, on a pour la partie réseau, si vous voulez, on était NSS. Ensuite, la partie core,
Packet Core Network, l'UMTS, ensuite EPC pour la partie 4G. Donc voilà, vous avez vu, c'est une évolution à la fois de la partie radio et de la partie corps du réseau. Le corps du réseau, c'est surtout la partie, le full IP, qui a été une grande révolution. Donc voix et données ont migré tous vers le IP. C'est ça, si vous voulez, l'avantage. D'accord? Très bien, donc en résumé, on peut voir un tableau qui vous donne à peu près une idée sur les performances, l'évolution des performances et des différentes générations des réseaux mobiles. Donc, on vous dit, le tableau 1, s'il se résume aux quelques caractéristiques des différentes technologies radiomobiles. Donc, vous voyez les générations, donc on a appelé de la 2G, ensuite il y a 2,5G, de 2,75, ainsi de suite. Donc, et leur nom, si vous voulez, les technologies, les appellations correspondantes. Donc, on a démarré avec la 2G, ensuite la GPRS, ensuite le Edge, ensuite le MTS, le HPCA plus DC MIMO 2x2, le LTE 20 MHz et le LTE Advanced. Et dans les trois colonnes, les dernières trois colonnes, on vous donne le débit maximal, soit de la liaison descendante et de la liaison montante. Et on vous donne la latence à l'intérieur du réseau. Vous avez vu, la latence au départ, elle était très mauvaise. Ça vous donne la latence maximale autorisée. OK? Donc, vous voyez que le débit a augmenté. Le débit vraiment a augmenté. Si on compare la 2G, on a démarré de 4,6 kilobits par seconde et actuellement, on flirte avec les. Bah, c'est pas encore, la latence n'est pas encore pour la LTE. On n'a pas donné encore les figures, mais on tend vers les latences de beaucoup plus petites. Alors dites-moi, les gens qui ont la 4G, les gens qui ont la 4G qui sont avec nous, est-ce que quelqu'un peut voir quel est son débit? Vous pouvez voir le débit, oui ou non? Quel est le débit maximal? Bien sûr, ça dépend de la région couverte, ça dépend de la région et de la distance, bien sûr, par rapport au e-node B. Est-ce que quelqu'un a la 4G? Vous avez tous la DSL? Il n'y a personne qui a la 4G, je peux comparer. Qui est-ce qui a la 4G? Personne. Vous pouvez voir tout de suite, oui, Baraka, 11 mégabits, Zindine, 58, ben c'est bien. Vous êtes à 58 mégabits. Download ou upload, ça dépend. Jizzy, Saha, Zindine. Jizzy, vous avez 58, c'est bien. 58, c'est bien. Si vous avez 58, ça va, c'est pas mal. Les autres, download, c'est bien. En général, download, c'est plus grand que le upload. Le download, toujours, il est parce que pour télécharger les données. N'est-ce pas? Donc, vous voyez l'évolution un petit peu entre les différentes générations de la 4G, du réseau mobile, et à chaque fois, le débit. Donc, le nouveau défi maintenant pour la 5G, c'est d'aller, merci Isra Gouzim, 41 mégas, c'est surtout, je pense, la download, c'est bien Gouzim. Donc, on a vos camarades. Donc, ça dépend de votre proximité au e-node B et principalement la couverture et la proximité de votre mobile par rapport au e-node B, la région où vous êtes. Donc, en général, c'est bien 41, donc autour de 50. On est autour de 50 mégabits pour le descendant. Je connais un de la 3G. Il m'a dit la 3G. Pour comparer seulement. Est-ce que quelqu'un a la 3G pour nous dire à peu près quel est le débit qu'il a? Vous pouvez avoir le débit. Essayez de évaluer le débit. Non? Très bien. Vous pouvez basculer très bien. OK.